saprophyte intestinal avec pouvoir pathogène connu chez l'immunodéprimé. Attendez, s'il vous plaît. C'est bon, l'enregistrement a démarré. Donc, c'est déjà mentionné, cette réunion est en cours d'enregistrement. C'est bon? Donc, on recommence. Attends. Voilà. Donc, on a déjà parlé, donc on a dit la blastocystose, c'est une maladie parasitaire. Donc, l'agent pathogène, c'est un protozoaire du genre Blastocystis. Donc, j'ai mentionné hominis parce que c'est l'espèce la plus retrouvée ou bien la plus connue. D'accord? Mais en réalité, on mentionne Blastocystis sp. Donc, sp, c'est-à-dire espèce non définie. Il y a plusieurs espèces. Donc, de préférence, mentionner Blastocystis sp. Donc, la classification, c'est déjà mentionné devant vous. Donc, c'est un protozoaire qui appartient aux rhizopodes. C'est un amibidé et le sous-ordre est Blastocystina. On a déjà dit donc que c'est un saprophyte intestinal. C'était anciennement connu comme saprophyte. Mais si on dit parasite, un parasite, c'est pas un saprophyte. Il faut l'éliminer du corps. D'accord? Donc, le saprophytisme, c'était parce qu'il était classé en premier parmi les levures. Donc, c'était une levure et les gens la classaient comme saprophyte au niveau du tube digestif. Donc, son pouvoir pathogène, anciennement aussi toujours, parce que c'est l'actualité, donc pour Blastocystis, c'est l'actualité maintenant, parce qu'il a un pouvoir pathogène qui reste toujours avec un point d'interrogation discuté. Donc, anciennement était connu comme pathogène chez l'immunodéprimé, mais il doit être seul. D'accord? Donc, il doit être seul, retrouvé. Mais maintenant, on revient à la question, est-ce qu'il donne son pouvoir pathogène que chez l'immunodéprimé? Donc, on peut le retrouver chez l'immunocompétent. Et chez l'immunocompétent, il peut même donner des désordres. C'est pour cela que j'ai mentionné les 3 points d'interrogation. Donc, le pouvoir pathogène reste discuté. Donc, la morphologie, donc on a plusieurs morphologies. C'est pour ça qu'on a mentionné polymorphe. Polymorphe, plusieurs morphologies. Vous avez 4 morphologies, donc, ou bien 4 formes qu'on peut les retrouver chez ce parasite. Vous avez une forme vacuolaire, une forme granulaire, une forme granulaire et une forme donc, une forme granulaire, une forme kystique et une forme qu'on appelle amoeboïde. Donc, amoeboïde, c'est-à-dire c'est comme des amibes qui donnent des prolongements. Donc, forme vacuolaire, granulaire, kystique et amoeboïde. Donc, pour la forme vacuolaire, vous trouvez une grosse vacuole au centre de la forme qu'on appelle corpuscule central. Voilà donc les différentes images. Donc, je vous montre ici. Ça, c'est la grosse vacuole qui prend le centre du parasite, d'accord, vacuole. Tout ce qui est en noir ici, des petits points, c'est des noyaux périphériques. Des noyaux périphériques. Regardez la forme du bas, donc coloré en rose. Tout ce qui est rose foncé, c'est les noyaux qui sont périphériques. Tout ce qui est en gris, c'est une vacuole qui prend presque la totalité de la forme. Vous avez ici donc la forme granulaire. Donc, granulaire, au centre, vous trouvez des petites granulations. D'accord? C'est des petites granulations qu'on peut la retrouver. Donc, c'est rarement retrouvé au niveau des selles. Ici, vous avez donc le kyste qui est plus petit. D'accord? Donc, il est plus petit par rapport aux autres formes. Et la forme amoeboïde, vous voyez ici, donc, qui donne des prolongements. Ces prolongements qu'on les appelle les pseudopodes.
Donc, la plupart, donc, c'est des formes qui sont immobiles, d'accord? Même avec des prolongements ici, qui sont les pseudopodes, donc elles restent toujours immobiles. Donc, forme vacuolaire, forme granulaire, forme kystique et forme améboïde. Donc, le cycle évolutif reste toujours mal établi avec des hypothèses et des points d'interrogation. Rien n'est confirmé pour ce parasite. Donc, vous avez ce schéma qui vous montre donc la possibilité d'être contaminé comme tous les amibes par le kyste. D'accord? Donc, on se contamine par le kyste et on élimine à la fin le kyste. D'accord? Donc, entre la forme ici de contamination et la forme d'élimination, vous avez plusieurs hypothèses de transformation de ce parasite. Donc, la plupart du temps, ils disent que la forme kystique, une fois retrouvée dans l'estomac, elle va se transformer, donc elle va être lysée et se transforme en forme vacuolaire. D'accord? Et la forme vacuolaire de, donc, d'une autre, qui va se transformer une autre fois en kyste et va être éliminée dans les selles. Vous avez ici donc les différentes hypothèses. D'accord? Donc, vous avez la multiplication, donc la rupture. Ici, vous avez les noyaux qui s'éliminent. Donc, vous avez la forme vacuolaire. Après, donc, ces formes vacuolaires, vous avez des petites vacuoles qui se réunissent pour donner à l'intérieur de la même forme, pour donner une seule vacuole qui prend la totalité. Après, se transforme en kyste et être éliminée. Vous avez ici donc cette forme vacuolaire qui peut se transformer en forme améboïde. Après, cette forme améboïde va donner un prékyste et ce prékyste se transforme directement en kyste et être éliminé dans les selles. C'est toujours des hypothèses, rien n'est confirmé. Mais vous gardez en tête que peut-être la forme de contamination, c'est le kyste, comme tous les amibes. Et à la fin, donc, le sujet contaminé va éliminer des kystes pour contaminer l'environnement. Donc, la contamination, c'est toujours une maladie du péril fécal, donc elle est liée à la mauvaise hygiène, donc, et c'est une maladie liée au péril fécal. Donc, la répartition, elle est cosmopolite. Donc, vous trouvez sur tout le globe ce parasite et on le retrouve presque chez la totalité de la population. Donc, il y a des gens asymptomatiques et des gens symptomatiques. Donc, là, on vous a mentionné zone tropicale et subtropicale. Donc, c'est les zones chaudes où on a une pullulation plus importante par rapport aux autres zones. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il est spécifique à ces zones. Donc, on le retrouve avec pullulation élevée, mais les autres zones du globe, on peut aussi le retrouver. Donc, le tableau clinique est mentionné. Donc, on mentionne un syndrome digestif, donc une atteinte du tube digestif avec toujours une douleur abdominale, des diarrhées au début aqueuses. Des fois, on a une alternance diarrhée-constipation avec des nausées et des vomissements en jet. Donc, on a parlé pardon, on a parlé déjà donc de l'atteinte chez le sujet immunodéprimé. Donc, anciennement, on dit que pour un sujet immunodéprimé, si on trouve 5 parasites par champ, on peut dire qu'il est responsable de la maladie. Donc, c'était à l'ancienne. Maintenant, actuellement, il suffit de trouver une seule forme par champ pour dire, c'est-à-dire il faut le mentionner dans les résultats pour que le sujet prend son traitement, même s'il est asymptomatique, pour l'éliminer du corps. Il est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes, mais il est contaminant de l'environnement. Il doit l'éliminer de son tube digestif et comme ça, on supprime cette contamination de l'environnement et par conséquent, contamination des sujets, des êtres humains. D'accord? Donc, chez l'immunodéprimé, la diarrhée, donc, elle va devenir, donc, elle commence par une diarrhée
aiguë, aqueuse, et pour donner après une diarrhée chronique. Donc, chronique, c'est-à-dire elle évolue dans le temps, elle dépasse les 3 semaines. On parle de la chronicité. Donc, le diagnostic, il est simple. Donc, c'est la mise en évidence de ce parasite dans les selles par un simple examen direct à l'état frais. Donc, il est évident et simple à reconnaître, surtout la forme vacuolaire et qui est la plus retrouvée. Donc, si on trouve un seul par champ, il faut déclarer. On peut aussi utiliser des techniques de concentration. Donc, après concentration au formol, et c'est la technique la plus utilisée, c'est la technique de Ricci. Des fois, on peut avoir donc une dégradation de ces formes, mais la plupart du temps, on peut le retrouver dans les deux examens. L'examen à l'état frais est le plus simple à réaliser, qui va nous donner la positivité rapide. Le traitement, c'est un traitement anti-amibien. C'est comme les amibes. On utilise beaucoup plus un anti-amibien mixte, donc de contact et tissulaire. Donc, c'est le métronidazole. Métronidazole, c'est-à-dire donc le flagile. Donc, la DCI, c'est le métronidazole. Donc, comme toutes les maladies du péril fécal, il faut se baser pour la prévention sur le respect des règles hygiéno-diététiques. Donc, le respect des règles hygiéno-diététiques. Donc, c'est un petit cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on passe au deuxième cours, les coccidioses digestives. Donc, j'attends vos questions, sinon on passe. C'est bon? Donc, on commence. Donc, le deuxième cours, c'est les coccidioses digestives. Donc, coccidioses digestives, c'est-à-dire, c'est des coccidies, donc des protozoaires. Toujours, on est dans les cours des protozoaires. C'est des protozoaires à localisation intestinale, d'accord? Et on les appelle la classe des coccidies. Donc, on va passer. Le premier cours des coccidies, ça sera aujourd'hui. Donc, c'est localisation intestinale. Vous aurez après les autres coccidies, donc à localisation tissulaire. C'est comme les protozoaires, comme les flagellés. Vous avez les flagellés intestinaux et les flagellés sanguicoles et tissulaires. La même chose pour les coccidies. Vous avez les coccidies intestinales ou digestives et vous avez les autres coccidies au niveau des tissus. Donc, la première et la plus importante, la plus retrouvée chez le sujet immunodéprimé, parce que ces coccidioses, on les appelle aussi des protozooses ou bien des coccidioses opportunistes. Si on dit le mot opportuniste, c'est-à-dire il déclare sa pathogénicité en rapport avec une immunodépression. Donc, si le sujet il est immunodéprimé, on va donc retrouver ces différentes coccidioses. C'est pour les digestives, c'est pas pour les sanguicoles, parce que vous allez voir après les tissulaires, comment elles se déclarent. La coccidiose digestive, on peut les retrouver chez l'immunodéprimé, mais ils ne vont pas donner donc des dégâts plus importants. Donc, on peut avoir donc des désordres digestifs, mais pour l'immunodéprimé, elles peuvent causer même le décès. Donc, la plus importante, c'est la cryptosporidiose. Cryptosporidiose. Donc, la cryptosporidiose, elle est due donc dans le corps à la présence. Vous avez un problème de diapo? Donc, on va refaire donc le partage. C'est bon. Donc, on recommence. Donc, j'ai parlé de la cryptosporidiose. Donc, regardez, en parasitologie, on commence toujours par une épidémiologie. Le plus important, c'est l'épidémiologie qui englobe l'agent pathogène, donc sa morphologie, son cycle évolutif, sa répartition géographique et son mode de contamination, comment on peut l'attraper. D'accord? Donc, la cryptosporidiose, on a dit que c'est une maladie qu'on va la retrouver donc, de façon plus grave chez les immunodéprimés. Donc, l'agent pathogène, c'est un protozoaire, donc de la classe des coccidies.
et qu'on appelle Cryptosporidium. Donc, Cryptosporidium sp. Les deux espèces les plus retrouvées sont, la première, c'est Cryptosporidium hominis, qui est retrouvé donc, chez l'homme, donc uniquement chez l'homme. Le Cryptosporidium parvum, on peut le retrouver chez l'homme et chez les animaux. D'accord? Donc, le parvum, c'est l'espèce la plus ancienne. Au début, le sujet malade, on a pris une seule espèce, que c'est le parvum qui était en relation avec cette maladie, donc le Cryptosporidium parvum. Après, on a retrouvé, après toujours les typages et les génotypages, on a trouvé donc le hominis, avec autres espèces qu'on ne va pas citer. D'accord? Donc, ces différents parasites ont la possibilité de s'introduire dans l'épithélium ou bien la cellule de l'épithélium intestinal. D'accord? C'est l'entérocyte. Donc, c'est un parasite de l'épithélium intestinal du grêle. Donc, on a parlé du blastocystis. Blastocystis, c'est comme les amibes. On va le retrouver au niveau du côlon. Pour le Cryptosporidium, il va parasiter les entérocytes du grêle. D'accord? C'est au niveau du grêle. Donc, la morphologie, vous avez une seule forme, sous forme de oocyste. Ce n'est pas un kyste, c'est un oocyste. Et cet oocyste, il est arrondi. Donc, vous voyez dans l'image, donc c'est schématique seulement. Donc, il est arrondi. Donc, sa paroi, elle est très épaisse, avec un contenu granuleux. Donc, à l'intérieur, vous trouvez un contenu granuleux. C'est-à-dire, au microscopie optique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la vacuole. Des fois, on ne peut pas voir cette vacuole. Donc, la granulation, c'est des petits points noirs à l'intérieur après la coloration. En microscopie électronique, on voit ces différentes formes, ces petites formes. Voilà, qu'on les appelle sporozoïtes. Donc, c'est des sporozoïtes. Donc, vous avez une forme ronde, une vacuole et des sporozoïtes qui sont disposés en C. Donc, ils sont en face de la vacuole. Donc, disposés en C. On les appelle sporozoïtes. Donc, la taille de cet oocyste ne dépasse pas les 8 microns. Et il est sporulé. Donc, sporulé, c'est-à-dire présence de formes de sporozoïtes. Donc, ils sont déjà formés. D'accord? Donc, c'est un oocyste sporulé. Son cycle évolutif, donc ici, c'est mentionné dans Cryptosporidium parvum, mais c'est un Cryptosporidium sp. D'accord? Donc, cycle évolutif des Cryptosporidium sp. Donc, vous avez ici l'étape de la contamination. Donc, on se contamine en ingérant des aliments ou de l'eau souillée par des oocystes. Donc, ces oocystes sont hautement contaminants et parce qu'ils sont éliminés sous forme sporulée, c'est-à-dire à l'intérieur, vous trouvez des sporozoïtes. D'accord? Donc, une fois retrouvés dans le tube digestif, donc au niveau de l'estomac, à partir donc, du suc gastrique, il va dégrader la paroi épaisse et vous avez ici l'élimination, ou bien la sortie de ces sporozoïtes. Donc, ces sporozoïtes vont s'introduire à l'intérieur d'une cellule intestinale qu'on appelle entérocyte. Donc là, ce qui caractérise ce parasite, c'est qu'il soit ici seulement au niveau, donc il ne va pas s'introduire directement à l'intérieur, il va se baser au niveau de la bordure en brosse de l'entérocyte. Voilà. Donc au niveau de cette bordure en brosse, il va s'accoler, il va y avoir la formation, donc ici, d'une vacuole parasitophore, donc il va rester en surface, mais toujours englobé par la cellule, c'est-à-dire il ne va pas être ici, à l'intérieur, seulement au niveau de la bordure en brosse. Donc, à ce niveau, on l'appelle trophozoïte, qui va commencer la multiplication, et c'est la multiplication d'abord nucléaire, on appelle cette étape la schizogonie, d'accord? Schizogonie, c'est-à-dire qu'il va donner des schizantes. Les schizantes, c'est quoi? C'est
vous avez donc la multiplication du noyau. Après, donc chaque noyau va s'individualiser par son cytoplasme pour avoir naissance après à un mérozoïte, d'accord? À un mérozoïte. Donc voilà ici, donc vous avez un mérozoïte. Donc à l'intérieur de la même vacuole, vous avez plusieurs mérozoïtes et vous aurez éclatement, d'accord? Éclatement. Et la cellule ici, donc après éclatement, elle libère ses mérozoïtes et ces mérozoïtes, de nouveau, vont parasiter d'autres cellules, d'autres entérocytes, d'accord? Et ça sera la même chose. Donc, vous avez plusieurs cycles de schizogonie. Donc, la schizogonie ou bien la mérogonie, c'est la formation à la fin de mérozoïtes. D'accord? Donc, après plusieurs cycles de mérogonie ou bien de schizogonie, vous aurez la formation de gamètes. D'accord? Donc, vous aurez la formation de gamètes mâles et femelles. Donc, après cette formation, donc, vous aurez une fécondation entre le gamète mâle et le gamète femelle. Vous aurez un zygote et après ce zygote va se transformer en oocyste. Oocyste d'abord non sporulé, c'est-à-dire non sporulé. Il a à l'intérieur une masse embryonnaire seulement. D'accord? Une masse embryonnaire. Et après, il va donner naissance à l'intérieur. Donc, cette masse embryonnaire va se transformer en sporozoïde. Donc, sporozoïde, donc on a dit 4 sporozoïdes à l'intérieur. Regardez ici. Ça, c'est donc le résultat qui va être éliminé dans les selles. C'est un sporozoïde, pardon, c'est un oocyste sporulé. Si on dit sporulé, c'est-à-dire il y a déjà formation de sporozoïdes à l'intérieur. D'accord? Donc, un oocyste à parois épaisses. Et il est sporulé. D'accord? Vous avez une exception. Des fois, on peut avoir donc que cet oocyste sporulé, avant d'avoir une paroi épaisse, il a une paroi fine et il reste à l'intérieur donc du tube digestif. Voilà, il reste à l'intérieur et il recommence la contamination. Donc, il va donc cette paroi fine, elle est vraiment plus friable, donc elle va être dégradée. Vous aurez donc la même chose après élimination ici. Après contamination, vous aurez la même chose. Donc, vous aurez ici la sortie des sporozoïdes. Donc, vous avez un oocyste sporulé à paroi épaisse qui va être éliminé dans les selles. Le deuxième, à paroi fine, il va rester dans le tube digestif. Il peut avoir donc une élimination d'une partie de ces zoocystes, mais elle se dégrade au niveau du milieu extérieur. C'est les zoocystes à paroi épaisse qui restent résistants dans le milieu extérieur. D'accord? Le reste, donc, tout ce qui est à paroi fine, elles vont recommencer le cycle à l'intérieur du tube digestif et vous avez ici l'auto-infestation. Donc, le sujet s'auto-infeste lui-même. Donc, est-ce que vous avez compris? Si vous avez des questions, vous les posez. C'est à votre choix. Vous pouvez les poser maintenant ou bien à la fin du cours. Donc, la contamination, la même chose. Ingestion d'oocytes directement infectants. Donc, directement infectants. Ça ne nécessite pas une maturation dans le milieu extérieur. Après élimination, elles sont infectants. Donc, on peut les retrouver au niveau de l'eau et des aliments souillés par ces zoocystes. Donc, vous avez ici la clinique qu'on a partagée entre immunocompétents et immunodéprimés. D'accord? On a dit c'est un opportuniste. Il déclare sa pathogénicité chez le sujet immunodéprimé. Donc, je répète le cycle. C'est bon. Donc, on revient au cycle. Voilà. Donc, il faut suivre. Donc, vous avez des numéros ici. D'accord? Vous avez des pointillés. Donc, il faut les suivre. Donc, 1, c'est la contamination. Et vous voyez ici, donc la contamination. Le 10, ici, c'est l'élimination. Qu'est-ce qu'on élimine? Donc, un sujet malade, il va éliminer des zoocystes contaminants, donc directement infectants à paroi épaisse. Parce qu'à l'intérieur, vous avez déjà les sporozoïtes. D'accord? Donc, ces sporozoïtes,
une fois éliminés, vont contaminer le milieu extérieur et vont contaminer l'eau et les crudités ou bien les aliments qui vont être mangés crus, donc ils vont être mal lavés et vous aurez donc là la contamination. Donc la voie orale, c'est la voie de contamination par la forme infestante qui est l'oocyste infectant, l'oocyste mûr, pardon, sporulé. Donc, cet oocyste, une fois en se retrouvant au niveau du tube digestif, il va perdre cette paroi épaisse et il va libérer ses oocystes, ses sporozoïdes. D'accord? Ça, c'est un sporozoïde. Donc, sporozoïde, c'est une petite forme en virgule avec un noyau au centre. Donc, chaque sporozoïde va contaminer un entérocyte. Un entérocyte, c'est la cellule intestinale. Donc, on a dit que la particularité de ce parasite, il ne va pas s'introduire directement à l'intérieur de la cellule. Il va rester à la surface, mais toujours englobé dans une vacuole parasitophore faite par la membrane cytoplasmique de la cellule. Donc, pour être protégé. Donc, au niveau de cette vacuole parasitophore, il va commencer la multiplication. Donc, pour le cycle de Cryptosporidium et presque la totalité des coccidies, vous avez donc deux étapes. Vous avez les étapes de la schizogonie, l'étape de la schizogonie, qui est une multiplication asexuée, et vous avez l'étape de la gamogonie, qui est une multiplication sexuée. La multiplication sexuée donne le résultat de la formation de l'oocyste. D'accord? Donc, vous avez ici, regardez, donc vous avez ce sporozoïde qui commence la multiplication. La schizogonie, ça commence par une multiplication nucléaire d'abord. Donc, le noyau va se multiplier. Il va vous donner plusieurs noyaux, 2, 4, 8. Donc, c'est toujours, on double le nombre. Après, vous aurez, donc là, chaque noyau, il va s'individualiser par son cytoplasme pour donner à la fin des mérozoïtes. C'est des petites formes qu'on les appelle mérozoïtes. Après éclatement de cette vacuole, donc de la surface de la cellule, éclate, parce qu'il y a plusieurs mérozoïtes, elle ne supporte pas donc le nombre, elle va éclater. Si elle éclate, elle va libérer ces mérozoïtes, d'accord? Donc les mérozoïtes vont être libérés et vont de nouveau parasiter d'autres cellules. Donc va parasiter d'autres cellules. Chaque mérozoïte, il va refaire la schizogonie, donc refaire la multiplication nucléaire et après la multiplication cytoplasmique, éclatement et ça recommence. Donc vous avez plusieurs cycles de schizogonie, d'accord? Après plusieurs cycles, vous avez le début de la gamogonie. La gamogonie, c'est la formation des gamètes. Donc maintenant, il ne va pas, donc ce mérozoïde qui va s'introduire dans la cellule ne va pas donner des mérozoïdes. Il va donner directement des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, ces gamètes mâles et femelles vont avoir, donc, il y a l'accouplement puis la fécondation de la femelle. Et après, vous aurez la formation maintenant d'un zygote. C'est comme un œuf, d'accord? Le zygote. Et après ce zygote, vous avez au centre une masse embryonnaire. Cette masse embryonnaire, elle va se multiplier. Donc, elle se multiplie pour donner donc la formation de sporozoïdes, d'accord? La formation de sporozoïdes. Donc, vous aurez à la fin formation de 4 sporozoïdes. Donc, vous avez 4 sporozoïdes à l'intérieur d'un oocyste. Pour le cryptosporidium, 4 sporozoïdes avec une vacuole, d'accord? Et une paroi épaisse. Donc, cet oocyste à paroi épaisse, une fois éliminé dans les selles, donc il va contaminer l'environnement et il a une paroi épaisse donc, qui résiste dans le milieu extérieur. Donc, c'est une forme de survie pour ce parasite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir donc la formation d'un oocyste à paroi fine. Il est toujours contaminant, mais il peut se donc dégrader directement à l'intérieur de tissus, donc des tubes digestifs, et il va éliminer ces oocystes, ces sporozoïdes qui vont recommencer le cycle interne
sans passer ici par la contamination par voie orale. Il est toujours à l'intérieur des tissus, à l'intérieur du tube digestif. Parce qu'il a une paroi fine, il va être dégradé et vous avez la sortie des sporozoïdes et de nouveau ces sporozoïdes parasitent des entérocytes et vous avez un cycle qui recommence, la schizogonie et la gamogonie pour à la fin donner des sporozoïdes, des zoocystes, soit à paroi fine, soit à paroi épaisse. Est-ce que c'est compris? Donc j'attends vos réponses. Et on continue. Donc, pour la contamination, on a déjà parlé. Donc, ingestion d'oocytes directement infectants dans l'eau ou bien les aliments souillés. Donc, pour le tableau clinique, donc on va le partager en deux. On a dit, je vous en prie. Donc, on a parlé donc de la pathogénicité chez le sujet immunodéprimé. On a dit aussi que chez l'immunocompétent, il peut donner des symptômes, mais c'est des symptômes qui passent rapidement et le sujet, donc tout rentre dans l'ordre, sauf chez l'immunodéprimé qui ne va pas être traité à temps, avec un effondrement de son immunité, donc il peut aller vers donc là, le décès. Donc vous avez pour le sujet immunocompétent la même chose, parce qu'il se localise au niveau du tube digestif, vous avez la symptomatologie digestive. Vous avez des diarrhées au début aqueuses, qui peut aller jusqu'à 10 diarrhées, donc bien 10 par jour, accompagnées donc des douleurs abdominales. Ici, donc, c'est des douleurs au niveau, donc, pour les amibes qu'on a dit, se localisent au niveau du tube digestif ou bien du côlon. C'est des diarrhées qui irradient tout le long du cadre colique. Ici, parce que c'est l'intestin grêle, ça reste au niveau ombilical. D'accord? Donc, vous avez des nausées, des fièvres modérées, donc une fièvre, pardon, modérée, donc un fébricule, on peut l'appeler, donc de 38,5. Donc, on n'a pas une vraie fièvre élevée, donc à 39 ou bien 40, c'est un fébricule. Donc, l'évolution chez le sujet immunocompétent, elle est favorable, même sans traitement. Mais il reste toujours contaminant. Il est porteur de ce parasite. Il ne va pas l'éliminer, d'accord? Donc, vous avez une évolution favorable après 10 jours d'atteinte, 10 jours de diarrhée. Donc, cette évolution, elle peut être prolongée chez des sujets qu'on les appelle affaiblis, donc avec un système immunitaire soit affaibli ou bien immature. Donc, immature chez les enfants, ils n'ont pas acquéri donc, tout la maturité de leur système immunitaire. Et chez les sujets âgés, ils sont déjà donc affaiblis, qui peuvent garder le parasite ou bien les symptômes, parce que les parasites, ils le gardent. Il n'y a pas un traitement efficace pour éliminer. Donc, ils le gardent toujours dans le tube digestif. Ils sont contaminants de l'environnement. Ils restent tout leur vie, donc le long de leur vie, contaminants de l'environnement. D'accord? Mais l'évolution donc des symptômes, elle est prolongée chez l'enfant et le sujet âgé. Donc, plus de 10 jours. Maintenant, chez l'immunodéprimé, la diarrhée se prolonge. Donc, elle devient chronique, elle dépasse les 3 semaines. Et c'est des diarrhées qui s'accompagnent avec un syndrome de malabsorption. Donc, la malabsorption, elle est due à l'atteinte déjà. Vous avez une accélération du transit. Donc, les éléments pris donc, qui sont nourris pour la nourriture, donc, ils vont être éliminés rapidement. Donc, le sujet ne va pas prendre assez ou bien ne va pas absorber assez. Et ainsi, vous avez donc la malabsorption qui est due à la dégradation des cellules. Donc, les cellules sont dégradées. Vous avez donc la surface d'absorption qui est diminuée. Et c'est pour cela donc un sujet qui va passer vers la perte du poids et après la cachexie et le décès. Et ces diarrhées, qu'on les appelle pour le cryptosporidium, diarrhées colériformes. Donc, des diarrhées colériformes, c'est-à-dire qui simulent la diarrhée du choléra. Donc, c'est des diarrhées aqueuses et qui vont porter le sujet avec, donc le décès. Donc, la plupart du temps, on le retrouve donc chez les sujets VIH positifs. Donc, sujet VIH positif. Parce que ces maladies opportunistes,
étaient mal connus, donc anciennement mal connus, mais avec l'avènement du sida, ces diarrhées, ces parasites, on les a mis en évidence avec l'avènement du sida. Donc maintenant, si on dit immunodéprimé VIH positif, il faut mentionner le taux. Donc le taux de CD4. Donc les CD4, s'ils sont inférieurs à 100 éléments par millimètre au cube, donc le sujet peut avoir la chronicité de la diarrhée et peut passer. Donc vous pouvez avoir ce parasite qui se déclare aussi chez les autres immunodéprimés, autres que le VIH. Donc on dit VIH négatif, immunodéprimé VIH négatif, et il faut que le déficit immunitaire touche l'immunité cellulaire. Donc il faut que l'immunité cellulaire qui est touchée, d'accord? Donc ces différentes atteintes, donc diarrhée prolongée, on a dit c'est une parasitose digestive. Chez l'immunodéprimé, elle peut aller dans les tissus, donc passe par voie sanguine, et on aura des formes extra-intestinales. Donc on peut avoir la localisation au niveau des poumons, d'accord? Et vous avez donc des formes qui sont rares. On ne peut pas les retrouver chez tout le monde, d'accord? Pour l'immunodéprimé. Chez l'immunocompétent, elle reste in situ, c'est-à-dire au niveau du tube digestif, et vous avez l'élimination vers l'extérieur, et après 10 jours, vous aurez la guérison. Maintenant, le diagnostic pour le Cryptosporidium, donc, et pour les autres coccidioses intestinales, et même pour les autres localisations intestinales des parasites, le diagnostic, il est basé sur l'examen parasitologique des selles. Donc la recherche de la forme parasitaire dans les selles. Pour les Cryptosporidium, vous recherchez les oocystes au niveau des selles. Et pour l'examen, donc l'examen direct, on ne peut pas se baser sur cet examen pour dire directement que c'est la présence d'oocystes. Parce que c'est petit déjà 8 microns et on ne peut pas les reconnaître à l'état frais. Donc vous avez la technique spécifique pour ce parasite, donc pour la mise en évidence de ce parasite, c'est la coloration. Et la technique de coloration spécifique, c'est la coloration de Ziehl-Neelson modifiée. Donc Ziehl-Neelson modifiée. Vous allez entendre cette coloration en bactériaux, en matière de BK. D'accord? Le BK, c'est le bacille de Koch, la tuberculose. Donc, pour diagnostiquer la tuberculose, vous avez les examens directs après coloration, c'est la coloration de Ziehl-Neelson. Mais pour donc, la coloration pour le parasite, donc le Cryptosporidium, c'est on dit Ziehl-Neelson modifié. Donc, ce n'est pas les mêmes étapes comme la bactério. On a modifié en fonction de notre parasite. Vous allez l'avoir pour comme technique de coloration pour les techniques utilisée en coprologie parasitaire. Donc, c'est la plus utilisée. Donc, vous avez devant vous, donc vous recevez un prélèvement de sel d'un sujet déjà immunodéprimé avec des diarrhées. Donc, directement, donc faire l'examen parasitologique à l'état frais pour rechercher les autres parasites et systématiquement faire la coloration de Ziehl-Neelson. Donc, il faut préparer des frottis avec des techniques. Donc, on va voir après les techniques. Donc, vous avez d'abord concentré vos sels et faire donc un frottis, le sécher et passer à la coloration. Et cette coloration va vous montrer, voilà, le résultat de la coloration. Donc, vous aurez tout ce qui est en rouge, c'est les oocystes. Donc, c'est des oocystes rouges colorés en rouge ou bien en rose, parce qu'on utilise la fuchsine qui va les colorer. Et sur fond bleu ou bien vert. Donc, si vous utilisez le bleu de méthylène, vous aurez un fond bleu. Si vous utilisez le vert malachite, vous aurez un fond vert. Donc, des oocystes rouges ou bien roses sur fond bleu ou bien vert. Des fois, vous trouvez des petites granulations, donc c'est des petits points noirs. Ça, c'est les sporozoïdes. D'accord? C'est les sporozoïdes. Et des fois, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les mettre en évidence. On voit que des formes rondes et rouges ou bien roses. C'est compris jusque-là pour la coloration? Donc, pour ce parasite, on peut aussi faire des examens histologiques après biopsie intestinale. C'est-à-dire, on va faire une biopsie chez le sujet. Là où il y a l'inflammation, on essaie de faire des biopsies et on essaie de faire un examen histologique après coloration. Donc, il y a des colorations spécifiques.
spécifiques à l'histologie. D'accord? Vous avez le PAS, vous avez les matéines, donc plusieurs colorations. Et il faut mettre en évidence ces zoocystes à l'intérieur des tissus. Vous pouvez aussi rechercher l'ADN ou bien l'ARN du parasite par la biologie moléculaire. Et la biologie moléculaire, elle est faite sur le prélèvement de sel. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de sérologie, pas de technique sérologique. Donc, vous n'avez pas une technique sérologique bien codifiée. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic indirect. À la fin, je vous ai mentionné l'IFD, qu'on a déjà parlé. Donc, c'est l'immunofluorescence directe. L'immunofluorescence directe. Donc, ici, c'est un examen direct, comme tous les autres examens, parce que c'est direct. On va rechercher notre parasite. Au niveau des lames qu'on va utiliser, vous avez donc des anticorps monoclonaux dirigés contre le cryptosporidium qui sont fixés au niveau de ces flammes, donc utilisées pour l'immunofluorescence. Et après, on va ajouter notre prélèvement de sel à différentes dilutions et on aura à la fin, donc on va lire au microscope optique, on aura à la fin des zoocystes fluorescents. Donc tout ce qui est en rond, donc c'est une fluorescence. Vous pouvez avoir des fluorescences bleues ou bien une fluorescence vert en fonction de ce que vous avez comme matériel et comme réactif. Donc, comme traitement, jusqu'à maintenant, pas de traitement curatif efficace, ni chez l'immunocompétent, ni chez l'immunodéprimé. C'est-à-dire, le sujet qui va faire une cryptosporidiose, il va garder le long de sa vie ce parasite et il va être contaminant pour l'environnement. Donc, pas de traitement efficace. Donc, des médicaments utilisés seulement pour diminuer la durée des symptômes et sans dégrader le parasite. Donc, la plupart des médicaments utilisés, vous avez donc la paromomycine, la nitrazoxanide et la rifaximine. D'accord? Ces différentes molécules qu'on peut utiliser et sont plus efficaces par rapport aux autres molécules. On a dit donc elles vont diminuer la durée des signes, pas dégrader le parasite. D'accord? Pas de traitement curatif. Donc, la prévention, la même chose. Il faut jouer sur l'hygiène. Et vous avez individuel, donc si on dit pas de chimioprophylaxie, c'est-à-dire pas de traitement pour éviter la contamination ou bien éliminer le parasite. Donc il faut respecter seulement les règles d'hygiène. Donc, et pour l'immunodéprimé, de préférence donner de l'eau en bouteille pour éviter la contamination par l'eau courante. Donc la prévention collective, c'est protéger ses ressources naturelles d'eau de la contamination par les gens déjà atteints et protéger les réseaux de distribution d'eau potable. Ça, c'est pour le cryptosporidium. Si vous avez des questions, sinon on passe à la deuxième coccidiose. C'est bon? Donc, la deuxième coccidiose, c'est l'isosporose. L'isosporose. Donc, isosporose, c'est en rapport avec la présence dans le tube digestif de l'homme du parasite Isospora belli. Isospora belli. Donc, le genre Isospora et pardon, l'espèce belli. Il y a une seule espèce, d'accord? Et elle est spécifiquement humaine. Donc, une espèce spécifiquement humaine. Donc, ce parasite se présente la même chose sous forme d'oocystes. Donc, c'est des oocystes. C'est des oocystes un peu plus grands par rapport au premier. Donc, plus gros. Regardez, jusqu'à 30 microns. Le premier, on a dit jusqu'à 8 microns. Il est plus petit. Deuxième, c'est jusqu'à 30 microns. Donc, c'est des oocystes ovalaires. Et à l'intérieur desquels vous trouvez, voilà donc l'image, vous trouvez un sporoblaste. Donc, en premier, c'est un sporoblaste. Donc, ici, un oocyste immature. Sporoblaste, c'est une masse embryonnaire. Ce sporoblaste, après, il va s'individualiser en deux sporocystes. Donc, vous trouvez deux sporocystes avec, à l'intérieur, toujours la masse embryonnaire. Pour devenir sporulé, il va y avoir la différenciation. Donc,
un sporoblaste. Donc, c'est un oocyste immature. Vous pouvez avoir, après le passage vers la formation des sporocystes plus ou moins différenciés, donc plus ou moins différenciés, c'est-à-dire la formation terminale des sporozoïdes n'est pas encore terminée. D'accord? Donc, vous aurez que des sporocystes mal différenciés. Pour être sporulé, il faut avoir donc les sporozoïdes à l'intérieur. Donc, maintenant, s'il est sporulé, vous aurez deux sporocystes. Donc, ça, c'est des sporocystes à l'intérieur desquels vous trouvez 4 sporozoïdes chacun. D'accord? Chaque sporocyste englobe 4 sporozoïdes. Pour le cryptosporidium, on a dit 4 sporozoïdes, mais ils ne sont pas englobés dans une enveloppe. Ils sont à l'intérieur donc du leucocyste. Mais pour Isospora, vous avez à l'intérieur de l'oocyste 2 sporocystes. Chaque sporocyste englobe 4 sporozoïdes. Donc, pour avoir à la fin 8 sporozoïdes. Donc, 8 sporozoïdes qui sont à l'intérieur. Donc, chaque 4 sporozoïdes sont individualisés dans un sac qu'on appelle sporocyste. Ça, c'est pour la morphologie d'Isospora belli. Le cycle, donc vous aurez la même chose. Donc, vous avez une schizogonie et après plusieurs schizogonies, la gamogonie à la fin qui donne la naissance à l'oocyste, pardon. Là où l'oocyste, il est non sporulé. D'accord? Non sporulé. À l'inverse de cryptosporidium. Cryptosporidium, il est directement infectant après élimination. Celui-là, il nécessite le passage dans le milieu extérieur pour avoir sa maturité et donner un oocyste sporulé. D'accord? Donc, vous avez le premier point de départ, c'est la contamination. Et la contamination se fait donc de façon directe ou indirecte, donc par les aliments ou l'eau souillée, par l'oocyste sporulé. Si on dit oocyste sporulé, c'est-à-dire qu'il a stagné dans le milieu extérieur pour donner la sporulation, et à l'intérieur duquel vous avez 2 sporocystes, chaque sporocyste a 4 sporozoïdes. Une fois se retrouvant dans le tube digestif, vous avez la dégradation de la paroi épaisse ainsi que la paroi des sporocystes pour éliminer des sporozoïdes. Donc les sporozoïdes sont éliminés. La même chose, ils vont dans les cellules ou l'entérocyte, ils ne vont pas rester dans la bordure en brosse, d'accord? C'est pas comme le crypto. Le crypto, il reste presque en surface. Au niveau de la bordure en brosse. Le deuxième, il va s'introduire dans la cellule. Il va commencer la schizogonie. Donc, un noyau qui donne 2, donne 4, après 8, après 16, après 20, 32. Donc, jusqu'à avoir une forme vraiment bien remplie avec une cellule qui va être éclatée. Donc, ici, vous aurez l'éclatement. Voilà. Éclatement. Et l'éclatement va faire sortir des mérozoïdes. Donc, ces mérozoïdes, de nouveau, donc elles vont sortir ici, regardez, et reprendre le cycle. Elles vont parasiter d'autres cellules. Et vous avez une schizogonie qui recommence. Donc, vous avez plusieurs schizogonies à la fin. Donc, ce mérozoïde qui va partir donner le gamète mâle. Un deuxième va donner le gamète femelle. Vous aurez fécondation. Et après la fécondation, vous aurez la formation du zygote. Et après le zygote, vous avez la formation d'un oocyste immature. D'accord? Oocyste immature avec un sporoblaste à l'intérieur. Sporoblaste à l'intérieur, donc on a dit une masse embryonnaire. Donc cette masse embryonnaire, après, elle va se transformer en 2 sporocystes plus ou moins différenciés. Donc, plus ou moins différenciés, c'est-à-dire la formation des oocystes, des sporozoïdes n'est pas complète. Vous aurez toujours avec une masse embryonnaire ou une légère formation. Il est toujours éliminé sous sa forme immature dans le milieu extérieur. Il nécessite le passage donc, dans le milieu extérieur pour donner la maturité à la fin 2 sporocystes avec 4 sporozoïdes à l'intérieur pour chaque sporocyste. D'accord? Ça, c'est un sporozoïde qui est pardon,
qui est mature, donc qui est sporulé. Si on dit sporulé, c'est-à-dire présence de sporozoïdes. Donc, il va être éliminé sous forme non sporulée, nécessite le passage dans le milieu extérieur pour donner la forme sporulée. La contamination se fait par l'oocyste sporulé, d'accord? Donc, l'oocyste non sporulé, il ne va pas donner la contamination. Il faut y avoir la formation des sporozoïdes. Donc, pour le cryptosporidium, il est éliminé directement sous forme sporulée. Donc, vous aurez donc la contamination directement avec un oocyste sporulé. Ici, l'élimination se fait sous forme d'oocyste non sporulé, nécessite un passage dans le milieu extérieur pour donner la sporulation, et après la contamination se fait toujours par l'oocyste sporulé. C'est bon? Ça, c'est le cycle d'Isospora belli. La même chose, donc tout le globe est touché avec des prédilections qu'on peut avoir, donc bien des fréquences plus élevées dans les zones tropicales et avec des zones où on voit donc un faible taux d'hygiène. La clinique, la même chose chez l'immunocompétent et chez l'immunodéprimé. Voilà, donc l'immunocompétent, des diarrhées aqueuses associées ou non à une fièvre, et des nausées et des vomissements qui peut passer de façon rapide à la guérison. Pour le sujet immunodéprimé, donc les diarrhées vont devenir des diarrhées chroniques et sévères. La malabsorption qui s'associe avec la déshydratation et l'évolution vers la chronicité. On peut aussi avoir des rechutes après traitement, c'est-à-dire même s'il est traité, il peut après traitement refaire les mêmes symptômes et la diarrhée surtout, la diarrhée qui est sévère et qui peut engendrer la mort du malade. Maintenant, pour ce parasite, la localisation extra-intestinale, elle est vraiment exceptionnelle. C'est pas comme le cryptosporidium parce que c'est petit, il peut passer. Celui-là, il est un peu gros, jusqu'à 30 microns. Et pour le diagnostic, on peut le mettre rapidement, on peut le connaître, ou une forte suspicion à l'examen à l'état frais. Donc, vous aurez une forme ovalaire avec la présence de 2 sporocystes ou bien un sporoblaste. Soit un sporoblaste, soit 2 sporocystes plus ou moins différenciés. Donc, à l'état frais. Mais on peut faire même les colorations. Alors, voilà. Regardez qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, c'est sans coloration ici. Le oocyste, il est évident. Il est déjà gros, donc 30 microns, presque. Donc, il est un petit peu, il est supérieur à l'œuf, au kyste, et inférieur à un œuf. Il est entre l'œuf et le kyste. Donc, déjà, vous avez le plus gros kyste d'amybe, c'est Entamoeba histolytica qui fait les 20 microns. Il ne fait pas les 30. Donc, celui-là, il est un peu gros, 30 microns. Et vous aurez donc cette masse embryonnaire qu'on appelle sporoblaste. Ça, c'est sans coloration. Vous pouvez aussi faire, ici, c'est à l'état frais. On a dit soit un sporoblaste, soit 2 sporocystes plus ou moins différenciés. Donc, ça prouve qu'il est éliminé sous forme non sporulée. On peut aussi utiliser la coloration de Zil-Nelson, qui est utilisée pour le cryptosporidium. Donc, ce parasite peut se colorer par cette technique. Donc, le traitement, il est basé sur le Bactrim. Donc, Bactrim, c'est l'association de triméthoprim sulfaméthoxazole et qui est plus efficace chez les immunocompétents. Chez les immunodéprimés, on a dit, donc, il va vous donner donc, la diminution des symptômes, mais ce sujet peut, après arrêt du traitement, refaire la diarrhée. Donc, les rechutes sont fréquentes. Donc, si ce sujet ne répond pas au Bactrim, on peut donner le ciprofloxacine, donc le ciprolon, qui peut donner donc qui peut donner la guérison, mais il y a toujours la présence de rechute chez le sujet immunodéprimé, malheureusement. Donc la prévention, pas de traitement pour éviter la contamination. Si on dit chimioprophylaxie, c'est-à-dire la chimioprophylaxie, c'est-à-dire la donner pour un sujet pour éviter cette contamination ou bien éviter de faire la maladie. Donc,
Ici, vous n'avez pas deux molécules qui donnent cette chimioprophylaxie. Il faut se baser sur tout et pardon, respecter les mesures d'hygiène. Donc, les mesures hygiéno-diététiques. Donc, la troisième coccidieuse, c'est la cyclosporose. Cyclosporose. Est-ce que vous avez des questions sur Isospora? Donc, la cyclosporose, on continue. Donc, cyclosporose, vous avez déjà le nom du genre, Cyclospora, avec une seule espèce, Caetanensis, qui est de découverte récente chez l'homme. Donc, c'est la seule espèce retrouvée chez l'homme. Et anciennement était connue comme responsable de diarrhée chez les voyageurs. Donc, elle était responsable de diarrhée chez les voyageurs. Maintenant, on dit que c'est une coccidie opportuniste qui déclare sa pathogénicité chez le sujet immunodéprimé. Donc, comment on peut le voir? Donc, ce parasite, donc c'est des zoocystes aussi. Donc, tous les coccidiés, on va trouver donc la forme de oocyste. Donc, vous avez des zoocystes arrondis et très réfringents. Très réfringents, c'est-à-dire si on voit au niveau du microscope, on voit donc vraiment la limite réfringente, c'est-à-dire il brille à la lumière, d'accord? La taille, c'est jusqu'à 10 microns et la double paroi qui lui donne cette réfringence. Donc, double paroi qui lui donne cette réfringence. Vous avez à l'intérieur de cet oocyste une masse verdâtre qui englobe des inclusions globuleuses. Donc, une masse verdâtre qui englobe des inclusions globuleuses. Donc, c'est une masse toujours embryonnaire, pas de formation de sporozoïdes. Si on ne dit pas de formation de sporozoïdes, c'est-à-dire qu'on va avoir donc là l'élimination d'un oocyste non sporulé après élimination. Donc, ça, c'est la forme. Regardez, c'est des inclusions à l'intérieur. Donc, ici, c'est une masse verdâtre. Ici, vous avez des inclusions globuleuses à l'intérieur et qui vont s'individualiser, donc, aussi en deux sporocystes. Et la même chose, vous avez toujours les inclusions à l'intérieur. Maintenant, le cycle évolutif mal connu. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, on ne peut pas connaître ce cycle, mais toujours, comme tous les coccidies, on dit qu'il va parasiter l'entérocyte, donc la cellule intestinale, et vous aurez des schizogonies à répétition, donc plusieurs cycles de schizogonie, donc un sporozoïde qui va parasiter donc la cellule. Vous avez la multiplication nucléaire précytoplasmique pour donner le mérozoïde qui va de nouveau donner une deuxième schizogonie, une troisième, une quatrième, pour à la fin donner la naissance aux gamètes, la gamogonie. Cette gamogonie, elle va donner un oocyste non sporulé, donc immature, qui nécessite une maturation de 2 semaines dans le milieu extérieur et avec des conditions de température et de l'humidité. Donc, la contamination, on a déjà parlé, donc c'est l'oocyste sporulé. Donc, il y a la condition d'avoir un oocyste sporulé pour être contaminé. Donc, après, il va être éliminé. Donc, dans le cycle ici, vous avez l'élimination sous forme non sporulée ou bien immature. Donc, cet oocyste à l'intérieur, dans le milieu extérieur, va contaminer l'eau, les aliments et aussi même les mains souillées qu'on va les mettre dans la bouche et on aura la contamination. Donc, la répartition, c'est tout le globe, mais avec prédilection ou bien une fréquence élevée dans les zones intertropicales et tempérées chaudes. Vous avez l'Asie du Sud-Est et l'Amérique centrale. C'est pour cela, au premier, on a dit c'est la diarrhée des voyageurs. Donc, les gens qui se déplacent dans ces zones, ils reviennent avec des diarrhées. Et après, on a trouvé que ce parasite, il est responsable de cette diarrhée et pour être classé à la fin comme opportuniste. Donc, la clinique, donc, vous avez la même chose, donc les diarrhées chez les immunocompétents et chez les immunodéprimés. Donc, la diarrhée, elle est aiguë chez les immunocompétents qui évolue de façon favorable, mais elle devient sévère et prolongée
chez les immunodéprimés, surtout le VIH positif. Donc, s'il y a la présence de localisation intestinale, donc elles ne sont pas prouvées et elles sont seulement décrites. Donc, le diagnostic basé toujours sur l'examen parasitologique des selles pour la mise en évidence des oocystes. L'examen direct, on a dit à l'état frais, c'est facile de le reconnaître parce qu'il a une paroi très réfringente. C'est petit, mais il a une paroi donc dédoublée. Mais il faut le visualiser d'une autre façon. Donc, malheureusement, il ne se colore pas aux îles, donc il peut se colorer, mais la coloration, elle est très mal. Et il faut mettre, donc maintenant, faire la fluorescence. Mais la particularité de ce parasite, qu'il est autofluorescent. C'est-à-dire, si on va mettre un examen donc à l'état frais, on va prendre cette lame, directement la mettre sous microscope à UV, on aura la fluorescence. Donc, sans passer par les anticorps monoclonaux directement. D'accord? Donc, il est bien visible sous ultraviolet, donc, à cause de son autofluorescence. Autofluorescence naturelle qui est très intense. Donc, le traitement, c'est comme l'isospora. Vous pouvez donner donc du Bactrim ou bien le cotrimoxazole seul comme traitement de référence. S'il y a des échecs ou bien des allergies, passez au ciprofloxacine. La prévention, la même chose. Il faut se baser sur les mesures d'hygiène alimentaire. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. Et après, on aura donc une seule coccidiose qu'on va la faire après. Si c'est compris, on va enlever la séance. C'est bon, tout est clair? Donc, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. On se voit pour le prochain cours, le mercredi, Inch'Allah. Espérons qu'on n'aura pas, Inch'Allah, donc de problème de connexion. Et je m'excuse une deuxième fois pour ce problème.